Ariane Beauferré, la conférence des partis COP28 se déroule actuellement à Dubaï, aux Émirats arabes unis, jusqu'au 12 décembre. Cette conférence réunit chaque année des centaines de pays pour faire le point sur la lutte contre les changements climatiques. Ariane, en quoi cette édition est-elle particulièrement déterminante pour le climat mondial? Eh bien, parce que lors des conférences des partis, tous les signataires, ces 196 pays depuis 1995, depuis le sommet de la Terre qui avait lieu au Brésil, prennent des engagements communs. Et il y avait eu celui particulièrement important de Paris en 2015, donc à la 21e conférence des partis, où on s'engageait vraiment à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius d'ici 2030. Pourquoi d'ici 2030 ? Parce que si on continue nos émissions telles qu'on le fait actuellement et qu'il n'y a pas de réduction, ce 1,5 il va être complètement dépassé. Et ce que nous disent quasiment toutes les recherches sur le climat, c'est que si on continue sur ces trajectoires-là, finalement, qu'il n'y a pas de réduction massive, il va y avoir un potentiel point de rupture, finalement, par la suite. Donc, des événements en cascade avec encore plus de feux de forêt, encore plus de manque d'accès à l'eau potable, encore plus d'îles qui vont être immergées à cause de la montée des eaux. Donc, énormément de choses qu'on ne pourra pas rattraper par la suite. Donc, ils avaient pris des engagements en 2015, mais les efforts ne sont pas vraiment là. Et donc là, pour cette 28e COP, on s'attend à des engagements beaucoup plus forts, notamment peut-être à une réduction, voire une élimination des combustibles fossiles, mais avec des objectifs très clairs et à atteindre rapidement. C'est vraiment ça l'enjeu. Qui dit moyen plus fort, dit lutte contre le pétrole. Et pourtant, cette conférence a lieu à Dubaï, 7e producteur mondial de pétrole. Est-ce que c'est contradictoire ou, au contraire, peut-être pertinent de tenir une conférence sur le climat chez l'un des plus grands, je dirais, responsables du problème? Alors les deux. Les deux parce que Dubaï, c'est une ville qui existe uniquement grâce au pétrole. L'approvisionnement en eau, c'est du dessalement dont l'énergie provient du pétrole. L'électricité vient du pétrole. C'est une ville luxueuse. Tout le développement économique s'est fait sur la base du pétrole. Le président de la conférence, le sultan Al-Jaber, il est aussi président de la grande pétrolière nationale d'Abu Dhabi. Donc un monde sans pétrole, ce serait un monde sans Dubaï. Oui, ça n'existerait pas. Dubaï n'existerait pas. Les Émirats arabes seraient complètement différents. Là. Ils importent à peu près 80% de ce qu'ils consomment. Là. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus qu'ils existent, bien sûr, mais ça veut dire qu'il y a des enjeux aussi. Dans les dernières conférences, il y a un lobbyiste, beaucoup plus de lobbyistes qui sont présents. En ce moment, il y a 80 000 personnes qui sont accréditées, qui sont là à la conférence. Parmi ces 80 000, il y a des représentants des pays, des ONG, mais il y a aussi des entreprises privées. Et on sait que sous la table se font des accords aussi sur le pétrolier, puis qu'ils en profitent c'est des occasions d'affaires finalement. Mais en même temps, c'est important d'inclure toutes ces entreprises-là, puis qu'elles prennent aussi des moyens concrets pour peut-être réduire leur production ou la changer. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Par exemple, on parle beaucoup de Dubaï, c'est les Émirats arabes sont le 7e producteur pétrolier actuellement, mais nous, le Canada, on est le 4e producteur pétrolier. 28% de nos émissions proviennent... On est pire que Dubaï, là. On est pire qu'eux, pas par rapport à la population, puis par rapport aux provinces, bien sûr, il y a des disparités énormes. Mais il faudrait, nous, pour atteindre nos objectifs qu'on s'est engagé à prendre aux accords de Paris, il faudrait qu'on réduise de 27% nos émissions, puis 28%, c'est le pétrole, c'est toute notre industrie. Donc, il faut aussi se regarder soi-même et pas seulement dire là, il est temps que vous changiez, sachant que c'est beaucoup plus complexe pour eux de le faire parce que ça fait des années qu'ils vivent dans l'opulence en se basant sur cette industrie-là. Ariane, j'aimerais qu'on parle un peu du pape François qui tenait beaucoup à aller à cette conférence, qui n'a pas pu puisqu'il était malade. Il a quand même envoyé son secrétaire d'État, le cardinal Piero Parolin, et il a lu un discours que le pape a écrit pour l'occasion. Qu'est-ce que le pape dit dans ce discours? Et aussi, j'ai entendu dire que le Vatican a inauguré un pavillon de la foi pour le climat. Alors, quel est le lien entre foi, religion et climat? Oui, ça c'est une première, le pavillon de la foi. C'est vraiment une collaboration déjà interreligieuse. C'est une initiative d'un imam qui s'appelle Ahmed El-Tayeb. Il y a aussi d'autres leaders religieux qui ont embarqué dans l'idée. Et normalement, aux conférences des partis, il y a des ONG, il y a des partis politiques, il y a les différents pays. Mais c'est vraiment la première fois que des leaders religieux disent oui, le problème, il est aussi religieux. Et oui, on veut s'engager contre les changements climatiques. Est-ce que les religions produisent des gaz à effet de serre? Mais
Indirect, tout le monde en produit. Tout le monde en produit. Bon point, Antoine. Les pèlerinages, peut-être. Mais à pied, ça produit moins de gaz à effet de serre. Ce qu'il faut savoir, c'est que les croyants, déjà, sont en majorité dans des pays plus en voie de développement. Donc, il y a aussi, bien sûr, des personnes croyantes qui dépensent beaucoup de GES. Mais bon, l'intérêt du propos du pape, déjà, ce qu'il veut dire, c'est que le drame climatique, il est aussi religieux. Pourquoi ? Parce que il suffit pas seulement de trouver des solutions techniques, d'améliorer notre efficacité énergétique, mais il faut aussi changer notre mode de vie, nos styles de vie, aller vers une plus grande sobriété, ce qui ne peut pas se faire sans un cadre moral et aussi sans une certaine humilité face à la création et sans une certaine transcendance. Et c'est là que le rôle religieux a un rôle finalement. C'est de retrouver finalement notre place dans la création, notre devoir aussi de protéger ce qui nous entoure, mais ça ne peut pas venir de nulle part finalement. Ce qu'il a dit dans son discours, c'est aussi il voulait vraiment être avec eux. Je suis avec vous parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'avenir de tous dépend du présent. Il y a une dévastation de la création qui est une offense à Dieu, un péché finalement. Donc c'est aussi quelque chose. C'est toujours cette idée de responsabilité, finalement. Là, que si on... C'est pas juste aux gouvernants de faire des choses, il y a une responsabilité personnelle, une conversion personnelle. Il y a une conversion personnelle à vivre, mais le problème est tellement grand qu'il est aussi structurel. Et donc, il appelait vraiment les gouvernements à sortir, finalement, des factions, sortir du négationnisme climatique ou alors de l'environnementalisme extrême, mais vraiment pour choisir, finalement, de faire cohésion, de faire front commun sur cet enjeu-là. Parce que ce qu'ils disent, c'est soit on perd tous ensemble, soit on gagne tous ensemble. Et il veut qu'on retrouve finalement une bonne politique qui est forcément nouvelle, parce qu'on sort finalement de nos enjeux nationaux ou individualistes, là, et où on fait front commun, on prend des engagements communs, et on doit trouver une façon aussi de les tenir dans le temps. Là. C'est certain qu'un appel à la sobriété risque d'être davantage entendu par le christianisme que par le capitalisme. Oui, c'est certain, mais... Ça demande des grands changements politiques, c'est sûr, mais peut-être que dans le capitalisme, on peut aussi trouver des moyens de tenir certains engagements. Là, il ne va pas dans ce détail-là, bien sûr. Là. Il ne va pas critiquer certains systèmes politiques. Nationalement, on doit trouver des solutions, mais si on a déjà le même objectif à atteindre, c'est déjà un point en commun. Mais quand même, dans d'autres, je ne sais pas dans ce discours-là, mais dans plusieurs de ces textes qui concernent la doctrine sociale de l'Église, le lien entre l'idée qu'on se fait de la personne humaine puis son rapport à l'ordre créé, il va quand même tenir un discours politique assez radical, tenir des injonctions. Contre les technocraties. Exactement. Là, il ne se contente pas de non, ce n'est pas juste des belles idées. De là. principes non, c'est spirituels aussi. Non, c'est ça, ça va dans le concret. Ouais. Ariane Beauferré, membre du conseil éditorial du magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Merci.